Papa prit ma valise et m'accompagna jusqu'au bord de la route. Tout en marchant, il me prodiguait quelques conseils sous un large parapluie multicolore qu'il tenait d'une main. Il me parla du travail et de la tolérance dont je devrais faire mes seuls amis. Il me dit qu'il me faudrait toujours mettre du cœur à tout ouvrage, quel qu'il fût, car, précisa-t-il, le secret de la vie, ce n'est pas de faire ce que l'on aime, mais d'aimer ce que l'on fait. Papa me rappela aussi cette exhortation qu'il n'avait cesse de nous faire, à ma sœur, mes frères et moi, chaque fois que nous devions aller à l'école. Dites merci à quiconque vous insulte. S'il persiste, éloignez-vous de lui de peur de devoir vous bagarrer. Je l'écoutais avec plus d'attention que d'ordinaire. Parvenus à la grande route, nous n'avons pas tardé à voir un taxi arriver. Papa fit signe au chauffeur de s'arrêter. Ce dernier allait bien à Zinviers et accepta de m'y conduire. Il mit ma valise dans le coffre de sa voiture. Nous allions démarrer. Papa me prit dans ses bras. Il me serra contre lui dans une étreinte interminable. Le chauffeur dut interrompre nos adieux. Ça y est, nous partons. Quelques passagers étaient dans le taxi. Je m'y assis, puis les saluai poliment. Le chauffeur démarra la voiture. Je me retournai et vis papa faire de la main, sous son parapluie, des gestes d'adieu en me souriant. Je fis autant. Nous devrions nous retrouver quand je rentrerai pour le congé de Noël. Ce n'est plus possible. Je suis en route pour l'enterrer. Perdu dans mes souvenirs mélancoliques, je n'ai pas senti le temps passer. Nous sommes déjà à Adanhunsa, à quelques mètres de ma concession familiale, où tant d'agréables souvenirs me lient à papa. Plusieurs véhicules sont stationnés le long de la clôture de la maison, construite en face du cimetière de la ville, où je vois 2 fossoyeurs creuser une tombe. Je n'ai aucun doute qu'il s'agit de celle où papa sera enterré dans l'après-midi. Monsieur Zosu range sa voiture en bataille arrière. J'en descends avant lui. Je l'attends pour que nous franchissions ensemble le portail auquel sont accrochées 2 croix en bois peintes en noir. Des chapiteaux bâchés sont érigés sur une grande partie de la cour. Des haut-parleurs géants, disposés aux 2 extrémités du bâtiment principal, diffusent de la musique funèbre. J'aperçois Komlan et Setonji entrer dans la salle où maman avait l'habitude de réunir les membres de son association. Mes frères aînés sont suivis d'autres personnes de notre famille. Ils ne m'ont pas vu. Baï, ma sœur cadette, n'est pas avec eux. Monsieur Zosu et moi sommes introduits auprès de ma mère, au salon, où elle est assise pour recevoir les condoléances des personnes venues assister à l'enterrement de papa. Maman avait toujours été mince, mais elle commença à prendre du poids après ma naissance et n'avait plus retrouvé sa fine silhouette d'autrefois jusqu'à mon départ pour le pensionnat. Mais, en la revoyant, je ne la reconnais pas au premier regard. Le décès de papa l'a fortement amaigrie. Elle est inconsolable. Ses yeux sont humides. Elle porte une robe noire et s'est couverte d'un voile tout aussi noir. Une femme que je ne connais pas, une parente lointaine certainement, apporte à monsieur Zosu l'eau de l'hospitalité et ressort aussitôt. Je bois après mon directeur. Les 2 adultes échangent les civilités et les paroles qui conviennent en pareilles circonstances. C'est surtout monsieur Zosu qui parle. Il recourt à certains passages bibliques qui font espérer la résurrection des morts pour essayer de remonter le moral à maman. Celle-ci se contente d'acquiescer par de petits hochements de tête ponctués par moments par des mots de gratitude. Monsieur Zosu s'excuse ensuite de ne pouvoir assister à la cérémonie d'enterrement et remet à maman une enveloppe dont je ne vois pas le contenu. Il lui explique que c'est une participation financière du pensionnat Tofa Uner de Zinviers aux obsèques de papa. Au moment où maman commence à remercier le visiteur pour son élan de compassion et son geste de solidarité, Komlan vient dans la cour et m'appelle. Il a dû apprendre déjà que je suis rentré. Je le suis dans la chambre où je l'ai vu entrer à mon arrivée. C'est la salle mortuaire. Nous y retrouvons Baï et Setonji, debout côte à côte. La dépouille de papa est étendue dans un cercueil ouvert et posée sur un lit chichement décoré. Je ne reconnais pas mon père. Son visage complètement noirci est couvert d'enflures et porte des plaies que le thanatopracteur n'a pu maquiller.
Je suis indigné de le voir ainsi. Je suis révolté. Je demande à Setonji pourquoi le corps de papa est dans un état aussi choquant. Il me pousse légèrement du coude pour me signifier que je dois me taire. Quand commence la cérémonie coutumière qui précède la messe d'enterrement, je comprends que papa a été battu à mort par des personnes inconnues qui se sont débarrassées de son corps dans l'océan Atlantique. Sa tête porte les marques des coups qu'il a reçus. Papa, qui était bon et aimable envers tout le monde, a dû mourir en souffrant. Après lui avoir rappelé qu'il a été assassiné et qu'il est le seul à connaître ses meurtriers, l'officiant des rites funéraires traditionnels pose un couteau dans la main droite du mort. Il est de rouge, habillé comme deux autres personnes qui se tiennent à ses côtés. Sur fond d'incantations et de chansons sacrées, il lui ordonne de retrouver au plus tôt ses assassins et de se venger, en faisant tinter une clochette qui résonne dans ma tête. L'homme prend ensuite un coq tout rouge et lui chuchote quelques phrases dans l'oreille. Il brise chacune des ailes et des pattes de l'animal avant de l'égorger et d'en répandre le sang sur un petit autel posé dans une caissette mobile. Dans la prière qu'il formule en se penchant sur l'autel, il réclame justice pour papa et demande pour ses assassins le sort du coq qui vient d'être immolé. Malgré la douleur et les émotions qui m'envahissent en ce moment, je ne pleure pas. À la fin du rituel, je regarde, une dernière fois, le visage de papa pendant que son cercueil est en train d'être scellé. Il sera transporté à l'église catholique de la ville pour la messe de funérailles. Les heures qui suivent sont de plus en plus insoutenables. Il y a d'abord le sermon du prêtre célébrant, où papa est comparé à cet homme des évangiles battus à mort par des brigands et secouru par le bon samaritain. Pour le prélat, l'homme de Samarie, c'est aussi le Christ lui-même aux mains de qui le juste reprend vie quand il meurt. Papa s'appelait Vignon, ce qui signifie « l'enfant est bon ». Le prêtre s'inspire du sens de ce prénom pour clamer, du haut de l'autel où il se trouve, que papa a été, tout au long de sa vie, non seulement un bon enfant pour ses parents et pour l'Église, mais aussi un bon époux pour sa femme, un bon père pour ses enfants et un bon ami pour tous ceux qu'il connaissait. Les oraisons funèbres prononcées ensuite sont bouleversantes. Elles décrivent tout un homme qui devrait mourir après tous les autres si la mort allait cibler des moins bons aux meilleurs des vivants. Parlant au nom de Setonji, Bai et moi, comme l'âne déplore dans son discours qu'en devenant un loup pour son semblable, l'homme dépasse en bestialité et en capacité de nuisance les loups dont on dit qu'ils ne se mangent pas entre eux. Il arrache des larmes à plus d'un dans l'église en levant les mains au ciel pour interpeller le Christ en ces termes. Combien de pères devront-ils être innocemment battus à mort et brutalement arrachés à leurs enfants innocents pour que l'innocence cesse de tendre l'autre joue? Ne peux-tu, par pitié, nous ramener papa à la vie comme s'il était Lazare? À la fin de la messe, nous allons en cortège jusqu'au cimetière en formant 2 colonnes derrière le corbillard qui roulent aussi lentement que nous marchons. Lorsqu'après l'ultime prière, il faut descendre dans le tombeau, le cercueil où papa est enfermé, tout le monde pleure. Maman, Komlan, Setonji, Bai, les parents proches, les amis de papa, nos voisins et de nombreuses personnes que je ne connais pas poussent des cris de lamentation. Je n'en peux plus de contenir ma peine et mes larmes, mais j'ai promis à mon directeur que je ne pleurerai pas. Je veux respecter ma parole, malgré cette douleur qui m'oppresse et m'étouffe. La détresse est profonde autour de moi. Je regarde ma mère. Elle tient à peine debout. Elle vacille. Des mains la retiennent à temps pour lui éviter une chute dans la tombe de papa. Je sens que je vais craquer. Je recule de quelques pas pour aller pleurer discrètement hors du cimetière. Une femme qui nous rendait souvent visite, quand papa vivait encore, me prend soudain la main et dit « Ils ont raison de pleurer. Leur père les adorait tant que quiconque le voyait en leur compagnie avait tout de suite envie d'avoir aussi des enfants s'il n'en avait pas. » Je viens d'entendre la plus belle oraison funèbre à l'enterrement de papa. En une phrase, cette femme lui a rendu l'hommage le plus vrai et le plus attendrissant qui soit. Je suis à bout.
J'éclate en sanglots. J'ai réussi à contenir mes larmes durant de longues heures, depuis le bureau de Monsieur Zossou jusqu'au cimetière. Mais, maintenant, je les laisse sortir abondamment. J'ai tant pleuré que la morve me coule des narines. Je l'efface du dos de la main avant qu'elle atteigne ma bouche. Je ne veux pas rester plus longtemps dans ce sinistre cimetière où je suis complètement brisé. Il me faut rentrer. Je me dirige vers la sortie. Certaines personnes qui m'ont reconnu s'étonnent de me voir quitter le cimetière avant tout le monde. Elles me demandent où je veux aller. Sans rien leur répondre, je continue de marcher comme un automate. Arrivé à l'entrée de la maison, je me rends compte que je ne peux y trouver la solitude que je recherche. De nombreuses personnes sont attablées sous les grandes bâches érigées pour la réception des convives. Elles ont préféré ne pas aller au cimetière. Il y a le jardin aménagé derrière la maison et entretenu soigneusement depuis 3 générations. Ce lieu peut m'offrir le calme dont j'ai besoin en ce moment. Je m'y retire. Je m'assieds au sol un instant, puis je m'étends dans le gazon à l'ombrage bienfaisant d'un grand avocatier. Cet arbre semble avoir été toujours là. Papa m'a dit qu'il en mangeait déjà les fruits quand il était enfant. Ses branches épaisses et longues prennent possession de l'espace autour d'elle. Je laisse mon regard se perdre dans ses feuillages. Je respire profondément. Que de fois me suis-je promené dans ce jardin en compagnie de papa. Je m'y rendais souvent seul avec lui. Nous allions parfois avec Komlan, Setonji et Bai y vivre des moments uniques, faits de blagues et de rires. Papa aimait profiter de ces instants hilarants pour nous instruire sur la vie. Il nous racontait des anecdotes et avait le don de nous amener à en dégager des enseignements pour notre conduite morale. Une fois, papa nous parla d'un homme bon et généreux, nommé Noubignon. Cet homme était si débonnaire qu'il n'hésitait pas à se priver pour aider quelqu'un qui était dans le besoin. Un jour où il n'avait pas suffisamment d'argent pour nourrir sa famille, il alla emprunter quelques milliers de francs chez un parent proche. Au moment où il allait entrer dans une boutique pour acheter quelques vivres, il vit un vieil homme sortir en pleurs de la pharmacie d'à côté. Cet homme était mal en point et suscita la compassion de Noubignon. Celui-ci alla vers lui et s'enquit de la cause de sa tristesse. L'homme se confia. Sa femme était hospitalisée dans le coma depuis 3 semaines et il n'avait plus assez d'argent pour acheter les médicaments nécessaires à ses soins du jour. Toutes ses économies y étaient passées et il était couvert de dettes. Noubignon oublia qu'il devait ramener des vivres chez lui. Il prit l'ordonnance des mains de l'inconnu et entra dans la pharmacie. Il en ressortit un peu plus tard et remit à l'homme tous les médicaments qui lui avaient été prescrits. À sa sortie de la pharmacie, il restait à Noubignon à peine d'argent pour s'acheter un paquet de sucre. Comme chaque fois qu'il racontait une histoire, papa conclut en nous demandant « Que pensez-vous de l'attitude de Noubignon ? A-t-il bien fait de renoncer aux besoins de sa famille pour soulager la peine et la douleur d'un inconnu ?» Oui, répondîmes-nous en chœur. Nous sûmes plus tard que Noubignon était, en réalité, papa.